m'entendez bien. Si vous avez le moindre souci d'audition ou de son qui est haché, n'hésitez pas à indiquer un message dans le chat afin que je puisse corriger. Donc, bienvenue à cette session. Donc, il y a dans les différents participants une très grande diversité, à la fois, je dirais, fonctionnelle et géographique. Alors, fonctionnel, on a des élus, des cadres de collectivités territoriales, bon, qui est, je dirais, la cible majeure de cette présentation. Mais j'ai observé qu'il y avait également des consultants, des enseignants, des chercheurs et même quelques étudiants. Voilà. En termes géographiques, il y a également une grande diversité, puisque j'ai vu qu'il y avait des représentants de à peu près toutes les régions de l'Hexagone, mais également j'ai observé qu'il y avait un inscrit de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, de Laval dans le Québec et même un inscrit de New York aux États-Unis. Voilà. Donc ça fait à la fois une grande diversité, je dirais, fonctionnelle et géographique. Et j'espère que ce melting pot fera que cette session sera extrêmement riche. Alors, donc c'est une présentation que l'on va faire à deux voix avec Philippe Vervier. Donc, je vais commencer par nous présenter très rapidement. Je vais commencer par Philippe. Donc, Philippe Vervier est titulaire d'un doctorat en écologie. Il a animé pendant 15 ans une équipe de recherche du CNRS où il a piloté plus d'une vingtaine de projets de recherche. Il a dirigé pendant 10 ans en particulier un groupement scientifique sur l'interface environnement, société, économie. Il est donc le fondateur de l'entreprise Acceptables Avenirs, dont on va parler aujourd'hui, et a depuis plus d'une dizaine d'années donc développé des outils et des méthodologies qui sont la véritable valeur ajoutée donc d'Acceptables Avenirs dans cet enjeu de l'acceptabilité sociale. Voilà. Il a conduit à ce titre plus d'une quarantaine de concertations, donc c'est dire son niveau d'expertise sur le sujet aujourd'hui. Pour ma part, donc moi j'ai effectué l'essentiel de ma carrière chez IBM où j'ai occupé différentes fonctions, notamment dans la commercialisation de solutions. Et moi je me suis toujours attaché à bien comprendre l'activité et les différents métiers de mes différents clients, de façon à réfléchir à la meilleure adéquation de chaque technologie, hardware ou software, aux besoins métiers de mes clients. Donc, j'ai rejoint Philippe il y a quelques mois avec l'objectif de mettre à profit mon expérience des collectivités territoriales afin d'assurer l'acceptabilité sociale de leurs projets, notamment, pas que, mais notamment tous les projets liés à la transition écologique. Alors, cette présentation des intervenants étant faite, avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte vraiment sur vous pour donner le maximum d'interactivité à cette session. Je souhaiterais que ce soit surtout un moment d'échange, même si effectivement votre interaction est limitée au chat. Mais n'hésitez pas, je vous encourage vraiment très vivement à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions sur le chat. Et Philippe et moi tâcherons d'y répondre le plus efficacement, le plus rapidement possible. Et bien évidemment, après, nous aurons l'opportunité, bien évidemment, dans des échanges ultérieurs, de pouvoir travailler sur des problématiques beaucoup plus spécifiques. Voilà. Alors, parmi les différents participants, je note la présence, et parmi les élus, d'un maire, donc M. Depille, qui est maire de la commune de la Vente-Zenot. Alors, je fais un petit clin d'œil parce qu'il se trouve que j'ai passé dans ma carrière 8 ans à Strasbourg, en Alsace, et donc j'ai bien connu cette commune. Voilà. Donc, au niveau du plan, donc on a bâti cette présentation en quatre points. Déjà, donc premier point, l'acceptabilité sociale, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Je pense que c'est important
effectivement, dans tout sujet, de donner une définition et de se mettre d'accord sur le périmètre de ce que l'on va traiter. Ensuite, en deuxième point, donc, j'évoquerai ce que j'ai intitulé les dégâts causés par la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire un petit peu voilà, le mal que l'on observe, les maux, la pathologie, lorsqu'effectivement on n'applique pas une telle démarche dans la conduite de projet. Et ensuite, je passerai la parole à Philippe, donc, qui vous présentera les outils et méthodologies qu'il a développés depuis une dizaine d'années dans la structure Acceptables à venir. Et Philippe conclura ce plan donc par une présentation des bénéfices, mais illustré autour de 3 cas concrets qu'il a conduits, particulièrement dans le domaine des collectivités territoriales. Voilà. Et puis, je reprendrai la main en fin de session pour une brève conclusion, voilà, en faisant en sorte qu'on aille assez vite pour nous laisser encore une fois un peu de temps à l'échange dans ce souci d'être dans une démarche d'interactivité. Voilà. Au-delà donc de cette présentation, donc comme je l'ai évoqué rapidement, si ensuite, bien évidemment, pour des problématiques bien particulières, on va pas les gérer aujourd'hui. Par contre, vous avez la possibilité à tout moment, effectivement, de cliquer sur l'icône pour prendre un rendez-vous. Et ensuite, bien évidemment, je serai, ainsi que Philippe, à votre disposition pour approfondir vos préoccupations et bien plus spécifiques. Voilà, donc si je dirais ce menu vous convient, on va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voilà, alors en quelques mots, donc, bon, j'ai essayé de formuler une définition. Comme toute définition, elles ne sont jamais parfaites, mais on verra que ça permet de s'accorder sur un certain nombre d'éléments constitutifs indispensables pour définir ce sujet. Donc, l'acceptabilité sociale est le résultat d'un processus au cours duquel le porteur de projet et les parties prenantes construisent ensemble les conditions minimales à respecter pour qu'un projet s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu naturel et humain. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, les caractéristiques principales, c'est que d'abord, on est dans une démarche effectivement de coopération, hein, de concertation, de co-construction, mais qui ne veut pas dire codécision. Hein. Ça aussi, c'est un élément qui est exprimé clairement, indiqué clairement aux différentes parties prenantes. On va effectivement déployer un certain nombre de dispositifs de consultation, de concertation, mais on explique bien que, bien évidemment, la décision finale par rapport à telle ou telle alternative revient au porteur de projet. On va expliquer aussi, dans un souci de transparence et d'honnêteté intellectuelle, voilà, qu'il y a des sujets qui sont effectivement ouverts à la discussion, mais par contre qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont non modifiables parce que ça remettrait en cause, je dirais, l'ossature même du projet. Ça, à partir du moment où cet échange s'inscrit avec cette clarté et cette transparence et le souci du respect des différentes parties prenantes, c'est justement en respectant ces ingrédients qu'on arrive à, je dirais, des projets vertueux. L'autre caractéristique également très importante en matière d'acceptabilité sociale, c'est l'aspect anticipation, puisque vous verrez que nous, on se situe le plus en amont possible du projet. C'est-à-dire, bien évidemment, avant qu'il soit lancé, avant qu'il soit déposé d'un point de vue réglementaire, et en fait, dès que la réflexion commence à germer dans l'esprit des porteurs de projet, c'est là que l'on intervient. Alors, ensuite, juste encore une fois, pour bien caractériser les choses, ce que ce n'est pas, alors, ce n'est pas un dialogue informel et spontané avec les citoyens. Hein. Donc, effectivement, je saluais la présence d'un certain nombre d'élus. Bon, j'ai eu des échanges avec des élus qui me disaient un peu comme monsieur
Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, en me disant mais moi je discute avec, mes concitoyens et donc je fais de l'acceptabilité sociale. Non, c'est bien plus que ça parce qu'on verra, et quand Philippe expliquera les outils et les méthodologies, que l'acceptabilité sociale, c'est un processus qui est beaucoup plus structuré, de manière à ce que le fruit de la concertation soit réellement exploité, je dirais, de façon la plus pertinente possible. Et ce n'est pas non plus une simple application des obligations réglementaires, style enquête publique, parce que comme je l'ai déjà mentionné, nous, on va se positionner en amont, le plus en amont possible du projet, non pas une fois que les demandes d'autorisation sont déposées et que, effectivement, à ce moment-là, l'enquête publique intervient. Donc, d'abord, on est plus en amont que ça et comme je l'évoquais également, on va être dans un processus beaucoup plus large où on va s'attacher en particulier à recenser et identifier l'ensemble des parties prenantes potentielles d'un projet. Il y a des parties prenantes qui apparaissent, je dirais, de façon assez évidente, des riverains, des groupes de pression, mais nous, je dirais, de par la connaissance que l'on a des différents territoires, on va être en capacité d'aller détecter des parties prenantes qui n'apparaissent pas de façon évidente. Et là encore, la capacité à identifier et travailler l'ensemble des parties prenantes, pas celles qui apparaissent simplement de façon évidente, est aussi une condition de succès de l'acceptabilité sociale. Voilà. Donc, si vous avez des remarques, des commentaires, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à les exprimer. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou est-ce que vous avez des remarques, des interrogations? Bon, je ne vois pas de remarques dans le chat, donc je considère que je peux poursuivre. Voilà. Alors, ensuite, donc deuxième point, effectivement, c'est ce que j'ai intitulé les dégâts causés par la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale. Bon, là, j'ai effectivement fait figurer un certain nombre de cas d'illustration de projets qui effectivement ont rencontré des oppositions très fortes et qui ont fait que ces différents projets ont été bloqués. Alors, on a aussi, bien évidemment, à l'esprit des cas célèbres hein, de projets qui ont fait je dirais, la une hein, des médias. On pense à, bien évidemment, Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins dans le Tarn. En tous les cas, tout cela, ce sont effectivement des exemples où l'image qui est ressortie pour les différentes porteurs de projets, hein, différentes collectivités territoriales, a été, je dirais, désastreuse, dans le sens où, dans tous ces cas, ça a donné le sentiment aux citoyens qui avaient une volonté finalement de passage en force, d'imposer un projet qui n'était pas, qui ne recueillait pas l'assentiment de la population, des riverains, des différentes parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Alors ensuite, ça c'est les dégâts d'image. Ensuite, il y a les conséquences financières. Ici, simplement pour illustrer mon propos, j'ai mentionné cette étude qui avait été faite en 2018 et qui s'intéressait donc à la comparaison des projets imposés et des projets concertés pour la gestion des déchets en Île-de-France. Et donc, cette étude avait en particulier mis en exergue les coûts associés. Voyez. Et quand on était ils avaient donc évalué les coûts de la concertation, qui étaient évalués entre 50 et 200 cas euros, et ils avaient également évalué les surcoûts d'une démarche de projet imposée. Vous voyez, on était à 2 650 000. Donc, vous voyez que les ordres de grandeur n'ont rien à voir. On est dans un ratio de 1 à plus de 10.
Euh, plus récemment, j'ai en tête, donc moi je suis installé à Montpellier, dans l'Hérault. Plus récemment, j'ai vu passer une décision du tribunal administratif de Montpellier, donc, qui a condamné un opérateur d'énergie renouvelable qui exploitait un champ de 7 éoliennes, donc, qui a condamné cet opérateur au démontage de ces 7 éoliennes et de toutes les installations y afférentes. Voilà, suite effectivement à différentes actions en justice d'associations dont certaines s'occupaient d'environnement et d'autres plus particulièrement de la protection des oiseaux. Voilà. Et donc vous imaginez le coût que représente donc cette décision, c'est-à-dire après que toutes ces unités aient été installées, de démonter cette éolienne et toutes les installations y afférentes. Voilà. Et ça, c'est typiquement le résultat de projets qui ont été effectivement conduits sans ce souci de mettre en place et de dérouler une véritable démarche d'acceptabilité sociale. Voilà. Donc, à ce stade, je vais passer maintenant la parole à Philippe, donc, qui va vous présenter donc, les outils et méthodologies qui ont été développés dans le cadre d'acceptabilité, d'acceptables à venir. Et Philippe, voilà, je te passe la parole. Merci, merci Roger. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai le plaisir de retrouver certaines personnes avec qui j'ai déjà échangé, soit directement, soit par webinaire. Je vois à travers les noms que certains je reconnais. Donc, l'idée, en effet, de la notion d'acceptabilité sociale, hein, qui est une terminologie qui peut être débattue notamment dans le milieu universitaire, mais au fur et à mesure, on arrive à construire des points de repère communs. Donc, ce qui me paraît important dans cette notion-là, c'est de parler de dynamique et d'une dynamique qui vise à construire la confiance, puisqu'en fin de compte, l'acceptabilité, c'est aussi la capacité d'un développeur, d'un porteur de projet à revisiter son projet dans trois grandes dimensions. Et c'est pour ça que j'utilise souvent l'image de l'iceberg. Trois dimensions que sont donc le contenu du projet, ce que tout le monde voit, ce sur quoi tout le monde passe beaucoup d'énergie, c'est-à-dire le contenu et les dimensions techniques, économiques et réglementaires d'un projet. Mais un projet, en termes d'acceptabilité, c'est aussi deux autres grandes composantes que sont ses relations avec les parties prenantes et le territoire et son portage. La notion de portage n'étant pas strictement liée au portage juridique, mais bien la capacité à générer, à fédérer une attractivité ou un soutien du projet. Alors un soutien actif ou un soutien peut-être dans la neutralité. L'acceptabilité, c'est quelque chose en plusieurs dimensions. Donc, il y a le projet en lui-même hein, qui porte une part de responsabilité de ce qui va se passer quand il va arriver sur le territoire à travers ces trois dimensions. Et il y a aussi donc une rencontre entre un projet et un territoire. Donc, on a une capacité à analyser les sensibilités ou la sensibilité d'un territoire avec certaines approches, notamment numériques. Et puis, on a aussi la prise en compte des parties prenantes à travers leur perception, puisque bien évidemment, quand un projet arrive ou une activité arrive sur un territoire, il y a obligatoirement une analyse qui en est faite, donc une analyse volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, une analyse dans les trois dimensions que je viens de citer, hein, le contenu, les relations ou le portage du projet. Et c'est à travers ces informations que les personnes vont capter. Donc, soit c'est des informations qualifiées, soit c'est des rumeurs, enfin tout type d'informations, mais c'est comme ça, c'est un fait. Il va y avoir une analyse de ces informations à travers six grandes composantes de l'acceptabilité qu'on a identifiées, donc que sont la pertinence du projet, son équité, sa crédibilité et aussi la notion d'ouverture, d'ancrage local et de responsabilité. Voilà, ça
c'est ce qui est issu de nos travaux de recherche avec le laboratoire de sociologie CERTOP du CNRS et de l'université Jean Jaurès de Toulouse, travaux qui ont été soutenus par l'ADEME et la région Occitanie. Donc c'est bien d'une dynamique dont on parle, c'est bien d'une rencontre entre un projet qui a ses propres particularités, voire ses propres avantages et ses propres inconvénients en termes d'acceptabilité, rencontre avec un territoire et rencontre avec des parties prenantes. Donc très rapidement, notre façon de travailler, alors on rejoint assez classiquement nos confrères qui sont plutôt spécialisés dans une concertation orientée communication. Donc nous faisons des diagnostics. Peut-être que la différence, c'est que ce sont des diagnostics qu'on peut appeler prédictifs, dans le sens qu'ils vont utiliser des outils. Certains outils s'appuient sur l'intelligence artificielle, comme par exemple START, qui est un algorithme qu'on a développé qui permet donc à travers des questions posées au porteur de projet, de lui donner un retour sur les probables perceptions en termes d'acceptabilité qu'il va recevoir, que son projet va recevoir. Et l'idée, c'est vraiment de faire une analyse de risque avec la capacité donc à analyser le projet dans son ADN, analyser le territoire et analyser les parties prenantes à travers leur perception pour évaluer le risque que court le projet en termes de risque de contestation ou d'opposition. Et à partir de là, on peut définir une stratégie. Et à partir de là, on peut rentrer dans la dynamique qui va conduire, enfin qui peut conduire vers l'acceptabilité, qui est une dynamique d'optimisation. Parce qu'il n'y aura pas d'acceptabilité s'il n'y a pas d'ajustement du projet. Et quand on dit ajustement du projet, c'est pas forcément juste parler de l'amélioration éventuellement d'une meilleure information ou de changer quelques éléments techniques et d'enjoliver la situation. Non, il s'agit bien d'analyser le projet dans ces trois composantes que sont ce contenu technique économique, relation au territoire et portage. Et ces ajustements peuvent être plus ou moins importants. C'est pas de la cosmétique, hein, c'est vraiment une capacité à analyser ces différentes composantes. Mais les analyser, c'est pas forcément tout reconstruire le projet ou complètement le démanteler. Il s'agit de faire de l'anticipation, de la simulation pour voir en quoi ces ajustements vont pouvoir répondre aux contraintes d'un projet, qui sont souvent techniques et économiques, puisque s'il n'y a pas de faisabilité, il n'y a pas de projet, qu'il y ait une conformité réglementaire et que ça soit respectueux des attentes des parties prenantes et du territoire. Donc cette optimisation, elle peut se faire de deux façons. Elle peut se faire en interne à partir des éléments de diagnostic, déjà de faire une préanalyse de ce qui est faisable ou pas faisable en termes d'ajustement. Et puis il y a le deuxième niveau qui est la réalité de l'acceptabilité, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du territoire et d'ouvrir ces ajustements avec le territoire et ses habitants et ses citoyens et ses acteurs du territoire. Et la démarche même d'optimisation avec les parties prenantes va permettre de construire cette confiance. Très, très rapidement, donc trois situations que nous avons suivies, que nous suivons actuellement, qui permettent de voir quels sont les bénéfices d'une démarche d'acceptabilité sociale. Donc une commune dans le Haut-Var qui, il y a quelques années, avait participé à une pré-analyse de faisabilité d'installation d'un parc éolien. Donc il y avait eu une manifestation, donc il y a une image en haut à gauche là, anti-éolienne, avec un man de mesure qu'avait installé le développeur qui avait été abattu assez rapidement par des opposants. La commune a été assez bon, traumatisée, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, en tous les cas, s'est retrouvée en première ligne par rapport aux opposants, alors qu'ils étaient juste dans une étude de faisabilité. Et ils ont décidé de continuer leur action en termes de transition énergétique et donc de passer sur l'approche d'un parc photovoltaïque. Et fort de l'expérience qu'ils avaient vécue avec l'éolien, ils ont mis tout de suite en place un comité de pilotage dans lequel ils ont intégré des citoyens
des élus. Et c'est ce comité de pilotage qui a permis donc de rédiger un appel d'offres, de choisir un consortium de développeurs. Et dans cet appel d'offres, il y avait une obligation aux développeurs qui allaient répondre de mettre en place de la concertation et donc en l'occurrence, puisque nous avons été retenus avec le développeur, nous avons proposé une démarche de co-construction, ce qui est en train de se passer, et on est dans un contexte complètement différent de celui qui s'était déroulé avec les éoliennes, puisqu'il y a des anti-éoliens qui viennent à nos différentes réunions et qui reconnaissent que la démarche est vraiment très intéressante et qu'on est dans une dynamique complètement positive de la part de la collectivité. L'autre exemple que je peux vous citer, c'est une ouverture d'une carrière en limite de lotissement. Donc, on est vraiment là sur un challenge des collectivités de plus en plus fort, hein, c'est-à-dire notamment les collectivités qui sont en zone périurbaine ou en zone rurale, proximité des grandes métropoles. C'est-à-dire qu'il y a une compétition sur le foncier, que ce soit le développement des énergies renouvelables, que ce soit la préservation des ressources naturelles comme l'eau, que ce soit la production de matériaux qui vont principalement aller dans les grandes métropoles. Et on a souvent des frottements assez forts entre les habitants et ces zones de production de matériaux, d'énergie ou de ressources environnementales. Donc là, c'était un projet d'ouverture d'une sablière à proximité d'un lotissement. Bon, la photo est un peu floue, mais on imagine le lotissement plutôt sur la gauche de la photo. Le Carrier avait lancé une concertation avec les élus et les associations pendant 21 mois, mais quand il a fallu parler avec les riverains, ben, il y a eu tout de suite blocage. Donc ça veut dire que les 21 mois de concertation, ben, ils étaient presque réduits à néant. Donc nous sommes intervenus dans une démarche de co-construction. Donc la co-construction, c'est vraiment la capacité à remettre à plat tout le projet, et je le répète, dans ces trois dimensions, pas uniquement sur le côté technique et économique. Et avec 9 mois de co-construction, certes un peu tendu, mais on a quand même réussi à retrouver de la confiance entre les riverains et le porteur de projet et les deux élus concernés, puisqu'il y avait le lotissement était sur une collectivité et le champ qui allait être exploité sur une autre collectivité. En plus, c'était deux départements, donc un système assez complexe. Donc, on a réussi à reconstruire la confiance. Parce que le porteur de projet a accepté de revoir son projet dans ses dimensions techniques, économiques, mais aussi dans ses relations au territoire et aussi dans son portage. Et en fin de compte, à la fin, son projet initial était presque le projet qui était proposé en termes techniques. En revanche, il était très novateur en termes de relations avec le territoire, puisqu'ils ont proposé que l'avancée de la carrière et la distance à laquelle la carrière allait s'arrêter des bâtiments allait se discuter quasiment en temps réel avec les riverains dans le cadre de la constitution d'un comité local qu'ils ont déposé en préfecture. Donc la conséquence, zéro recours par rapport à ce projet une fois que les autorisations ont été obtenues. Le troisième exemple, c'est une grande collectivité qui souhaitait développer, enfin qui est d'ailleurs en train de le faire, déployer ce qu'on appelle le télérelevé. Hein, c'est le sorte de Linky, mais pour l'eau, avec une crainte très très forte, était justement de ne pas voir reproduire les oppositions qu'il y a eu et qu'il y a toujours par rapport à Linky. Donc l'idée, ça a été d'analyser les perceptions et pas d'aller chercher le pour ou contre, mais vraiment de voir qu'est-ce qui faisait motivation chez les personnes en termes de contraintes, en termes d'utilité ou en termes de risques perçus par rapport à ces objets communiquant à l'intérieur des habitations. Et on a pu, à partir de là, reconstruire la stratégie de communication, d'information et de dialogue. Et le déploiement se fait actuellement sans problème. Il a fallu en revanche revoir complètement de fond en comble les supports de communication qui étaient préparés, puisque il y avait eu des présupposés et que la collectivité avait tendance à mettre en avant des avantages environnementaux, alors en regardant les perceptions, on s'apercevait que les personnes étaient beaucoup plus concernées par les risques par rapport à ces objets communicants que les avantages qu'il pouvait y avoir en termes de répercussions, même sur l'économie des eaux et
sur l'environnement. Voilà, donc très rapidement, les 3 exemples que je voulais vous montrer qui permettent d'illustrer le fait que certes une démarche d'acceptabilité sociale prend du temps, un peu d'énergie, mais qu'on s'y retrouve très rapidement, aussi bien en termes d'avancée du projet, donc de calendrier, qu'en termes aussi de sérénité, hein, puisque les choses se passent quand même relativement plus simplement et il n'y a pas de confrontations qui ne sont jamais profitables à qui que ce soit. Donc je redonne la parole à Roger pour conclure cette présentation. Donc je vais enlever ma caméra et couper mon micro. Alors, oui, avant de passer effectivement à la conclusion, donc je vois une question de Monsieur Depille. Donc, ne faudrait-il pas réformer les procédures d'enquête publique en rendant obligatoire en amont une consultation et une information préalable de la population concernée par un projet? Bon, effectivement, c'est une bonne question qui reviendrait à dire qu'effectivement, il faudrait que ce soit le dispositif réglementaire qui prenne en compte, je dirais, les nécessités d'une bonne acceptabilité sociale des projets. Alors, bien sûr, on peut, je dirais, rêver d'une telle perspective, la souhaiter. Voilà. En attendant que les procédures réglementaires prennent en compte ces vertus, je dirais, d'une bonne démarche d'acceptabilité sociale, bah, il y a possibilité effectivement de faire appel à des acteurs tels que Acceptables Avenir. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison que idéalement, on devrait arriver à cette situation. Voilà. Alors, pour compléter la réponse de Roger, peut-être dire quand même que réglementairement, il y a eu une évolution ces dernières années, puisqu'il y a la notion de concertation préalable donc, qui a été positionnée. Donc, c'était, enfin, il y a quelques années que c'était dans les tuyaux, mais c'est officiel depuis 3-4 ans maintenant. Et cette concertation préalable est obligatoire pour certains projets d'envergure. Donc, il y a une question de taille de projet. Donc, par exemple, la troisième ligne de métro de Toulouse a été concernée par cette concertation préalable. Et après, il y a des dispositifs qui sont plus incitatifs, c'est-à-dire que pour des projets de plus petite taille, le préfet peut être saisi pour imposer une concertation préalable à un développeur, mais pour cela, il faut que le préfet soit saisi par alors de mémoire, hein, je n'ai pas les textes en tête, c'est je crois plus de 50% de la population qui presque soit mobilisée pour solliciter le préfet ou l'intervention de collectivités et d'associations. Enfin voilà, donc il y a des conditions qui font que pour des projets d'envergure, il y a bien cette concertation préalable qui ne remplace pas l'enquête publique. Hein, ce sont 2 étapes vraiment assez différentes en fin de compte. Puisque la concertation préalable, c'est vraiment quelque chose qui est là pour faire évoluer le projet, normalement, hein, parce qu'une concertation, au sens propre du terme, c'est bien quelque chose qui est un dialogue dans les 2 dimensions, dans les aller-retour. Et l'enquête publique, elle est vraiment là pour vérifier que tout le monde a été informé et que tout le monde peut s'exprimer. C'est un peu différent. Et dans la législation, en tous les cas, les deux procédures existent maintenant. Elles n'ont pas été, il n'y en a pas une qui a remplacé l'autre. En revanche, il y a toute une kyrielle de projets, notamment les projets éoliens qui sont pas soumis, les projets éoliens onshore, hein, en terrestre, ne sont pas soumis à concertation préalable, par exemple, des projets. Après, donc, l'idée, c'est de motiver les différents acteurs pour qu'ils fassent de la concertation volontaire, voilà, qui sera celle qui va permettre de préparer au mieux, notamment l'enquête publique. Merci Philippe de ces compléments. Donc voilà, donc en guise de conclusion, hein, là aussi je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour qu'on puisse se laisser quelques minutes encore pour un échange. Donc ce que l'on a vu, hein, c'est effectivement les conséquences désastreuses que pouvait avoir la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale.
À l'inverse, bon, on a vu effectivement les bénéfices à travers l'exposé de Philippe sur des cas concrets, donc d'une telle démarche à travers voilà, des exemples concrets. Et si vous voulez, le point sur lequel je voulais terminer, c'est en fait la disproportion qu'il y a entre le coût d'une démarche d'acceptabilité sociale, donc que ce soit avec Acceptable Avenir ou un autre opérateur, mais donc la disproportion entre ce coût et les enjeux liés à un retard ou encore pire à l'arrêt d'un projet. Alors, soit en termes d'image, mais des conséquences financières. Donc, on l'a vu très rapidement. Et je dirais qu'entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Et pour illustrer mon propos, en fait, je vais reprendre une formulation que m'avait en fait donné un de mes clients qui disait lorsque l'on doit s'équiper d'un pacemaker, on ne doit pas faire d'économie sur les piles. Ouais. Donc, vous l'aurez compris, hein, le pacemaker, ce sont vos projets et les piles, ce sont les prestations d'acceptabilité sociale. Voilà. Donc, merci de votre attention. Donc, je rappelle encore que pour prendre rendez-vous, vous pouvez ici, voilà, cliquer ici sur ce bouton, mais on a encore quelques minutes et donc, aussi bien Philippe que moi, on est disposé à répondre à vos remarques, commentaires, interrogations. Voilà, encore une fois, ce serait bien qu'on puisse donner le maximum d'interactivité à cette session. Donc, si vous avez des commentaires sur ce que Philippe ou moi avons pu partager avec vous, dites-nous. Madame, alors, avez-vous des exemples d'échecs de la démarche et pour quelles raisons? Alors, je vais peut-être apporter Oui, allez, je t'en prie, quelques Philippe. exemples. Et les échecs que l'on observe, en fait, sont… enfin, moi, j'ai des exemples, oui, très, très précis, dans lesquels il y a eu un non-respect de l'engagement du développeur, puisque cette démarche ne fonctionne que si le développeur s'engage à regarder et analyser équitablement toutes les propositions qui lui sont faites. C'est-à-dire que dans ces démarches-là, il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui s'établisse, hein, je l'ai dit au début, je le répète, et que cette confiance, elle ne se décrète pas. Et que ces confiances, elles se démontrent par le fait que il faut d'une part être en capacité de répondre à toutes les questions qui sont posées factuellement. Ensuite, il faut être en capacité quand il y a co-construction, donc de recevoir toutes les propositions, d'en écarter aucune a priori et de faire un effort minimal d'analyse de ces propositions. Et ce qui est fondamental, c'est dans la restitution, il faut qu'il y ait une restitution qui explique toutes les propositions qui ont été faites, qui montre les conséquences de toutes les propositions dans les grandes dimensions que sont la faisabilité technique économique, le respect de la réglementation et le respect des parties prenantes, et être capable d'expliquer sa décision. Dire, voilà, nous avons pris ces propositions parce que dans ces trois grandes dimensions, elles correspondaient à telle ou telle conséquence. Et surtout, de ne pas prendre des décisions à partir d'éléments qui n'ont pas été débattus. Voilà, ça, moi, j'ai un exemple très concret où on a accompagné une concertation qui a duré vraiment beaucoup de temps et un des responsables qui presque avait sollicité la concertation, à la fin, et a remis en place des propositions d'action. C'était dans la question des modifications de pratiques agricoles pour préserver l'environnement, les ressources en eau. À la fin du processus, est revenu dans la discussion avec des solutions qui n'avaient pas été débattues. Alors, je peux vous dire que tout a été arrêté, mais instantanément. C'est-à-dire que quand on crée ce genre de démarche, on génère de l'intérêt,
on génère de l'engagement, on génère de la participation. Et si le porteur de projet sort du jeu, ça sort des règles en fin de compte, alors là, c'est effet boomerang et l'échec est immédiat et les gens se retirent même encore plus de frustration qu'il y en avait avant. Donc, les engagements qu'un développeur, un porteur de projet doit prendre pour réussir cette démarche-là, ils sont connus, ils sont relativement simples, c'est respecter la parole de chacun, ne rejeter a priori aucune proposition, s'engager à regarder équitablement toutes les propositions et prendre sa décision uniquement à partir des éléments qui ont été débattus et pas ramener d'autres éléments. Voilà. Donc c'est relativement simple, c'est pas toujours facile à tenir comme engagement, mais ça c'est les clés de la réussite. Parmi les différents participants, je vois Frédéric. Alors, donc vous représentez, je crois, l'intersyndicale nationale des internes. Est-ce que cette présentation a été pertinente par rapport aux situations que vous pouvez, vous, expérimenter? Je ne sais pas si vous pouvez nous mettre un petit commentaire dans le chat. Sinon, monsieur Depille, monsieur le maire, est-ce que voilà, ces éléments ont répondu aussi aux questionnements que vous aviez par rapport à cette problématique? Alors, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat. D'accord. OK. D'accord. Donc, monsieur Depille, monsieur le maire, donc, nous dit qu'il connaissait déjà un petit peu ces approches. Très bien. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires et questions, bah écoutez, encore merci de votre attention. Voilà, à votre disposition donc dans des rendez-vous post-webinaire hein, pour donc après analyser plus spécifiquement vos situations, voir dans quelle mesure cette approche peut apporter des réponses pertinentes. Et pour ce faire, donc, vous avez ici des boutons qui vous permettent facilement de prendre un rendez-vous. Voilà, bah, écoutez, encore merci et bah, écoutez, à bientôt pour approfondir dans vos situations spécifiques. Merci encore.